Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux projecteurs et aux symétries. Petite précision, on tourne cette vidéo, c'est la suite du cours espace vectoriel, somme directe et espace vectoriel supplémentaire. On vous invite évidemment à regarder d'abord cette vidéo qui est elle-même la suite du cours espace vectoriel. Donc ne prenez pas cette vidéo en marche dès le début, prenez les vidéos une par une pour que vraiment ça vous soit le plus utile. J'en profite pour préciser aussi que c'est la demande d'un de nos followers qui s'appelle Edgar, si je me souviens bien, qu'on tourne cette vidéo parce qu'effectivement on a pensé que ça vous serait utile également. On se place dans le cadre d'espaces qui sont supplémentaires. Donc E1 et E2 sont deux espaces supplémentaires dans E. On rappelle rapidement que ceci signifie que quel que soit le vecteur U appartenant à E, ce vecteur se décompose de façon unique sous forme U1 plus U2, avec U1 un élément de E1 et U2 un élément de E2. Alors ce cadre étant fixé, on s'intéresse à l'application qui à tout vecteur de E va associer sa composante U1. Donc cette application-là, ça s'appelle une projection. Une projection sur E1 parallèlement à E2. Alors pourquoi parallèlement à E2? Parce qu'évidemment si je change cet axe, ça ne va plus être le même projeté. Si par exemple cet axe il est vertical, le projeté sera ici. Donc on part bien de deux espaces supplémentaires initialement. Alors quelques propriétés sur cette application. D'abord on peut démontrer sans trop de problème que cette application est linéaire. C'est-à-dire que si je prends deux vecteurs, U qui s'écrit sous forme U1 plus U2, U' qui s'écrirait sous forme U1' plus U2', je m'intéresse maintenant à U plus U' qui s'écrit U1 plus U1' plus U2 plus U2'. Eh bien le projeté de U plus U', le projeté de ce vecteur, c'est sa composante sur E1. Or ceci est dans E1 et ceci est dans E2. Donc on se retrouve bien avec P de U plus P de U, c'est-à-dire U1, plus P de U', c'est-à-dire U1'. Donc P transforme une somme en une somme. Et puis évidemment, ça va marcher aussi si je multiplie U par un certain vecteur lambda, sans problème. Par un certain scalaire lambda, je vais aussi avoir P de lambda U égale lambda fois P de U. Si je multiplie un vecteur par 4, eh bien son projeté va être 4 fois plus grand. Si on prend le vecteur ici, 4 fois plus grand ici, hop, on va aller 4 fois plus loin aussi sur l'axe E1. Bon, donc cette application-là est une application linéaire, première chose qu'on peut remarquer. Donc c'est une application linéaire de E dans E1. Alors on pourrait dire ça de cette façon-là, mais comme E1 est inclus dans E, finalement on peut aussi dire que c'est une application linéaire de E dans E. Après tout, E1 c'est inclus dans E, donc finalement les projetés sont des éléments de E. Donc on peut dire que c'est un endomorphisme de E. On peut observer, deuxième chose intéressante, que P rond P est égal à P. Alors ça s'appelle d'ailleurs un endomorphisme de E qui vérifie P rond P égale P, ça s'appelle un projecteur. Alors on va pouvoir assimiler un projecteur et une projection dans ce cours-là. P rond P égale P, réfléchissons, c'est assez logique. Si je projette, c'est-à-dire que si je prends uniquement la composante d'un point sur l'espace E1 et que je projette de nouveau sur cet espace, il n'y a plus rien à faire parce que ce point-là, qui est le projeté, une fois qu'il est sur E1, si je le reprojette sur E1, encore une fois, il n'y a plus rien à faire, c'est lui-même. Donc P rond P égale P, ce qui veut dire que quand je projette deux fois de suite, c'est comme si je projetais une seule fois. Évidemment, on peut généraliser ça avec P puissance n, P rond P n fois, ça nous fait P, de façon générale. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu les différentes caractéristiques de cette application linéaire. Commençons peut-être par calculer le noyau de cette application. Alors, qu'est-ce que c'est? On le rappelle, c'est l'ensemble des U appartenant à E, tel que P de U soit égal à 0. Ok. Réfléchissons. À quelles conditions on va prendre un vecteur dont le projeté soit égal à 0? Alors, si je le prends ici, le projeté va être là, ici, il va être ici, etc. Moi, j'aimerais bien que le projeté soit égal à 0. Et comme on projette parallèlement à E2, les seuls éléments dont le projeté soit égaux à 0, ce sont les éléments de E2, puisqu'on projette parallèlement à E2. Alors ça peut être aussi des éléments qui sont bien sûr de ce côté-là, ça ne change absolument rien. Donc finalement, ce sera E2 qui sera le noyau de cette application linéaire. À la fois parce que si on prend un élément du noyau, il est forcément dans E2, et si on prend un élément dans E2, son projeté vaut forcément 0, il est donc forcément dans le noyau. On a une double inclusion, cet ensemble-là sera égal à E2. Alors comment est-ce qu'on pourrait le prouver de façon analytique? Parce que là on en a fait une explication, on va dire. C'est assez simple finalement, parce que l'ensemble des éléments U dans E, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent U1 plus U2, avec P de U, c'est-à-dire avec U1 qui soit égal à 0, et avec U1 et U2 qui décrivent E1 et E2. Alors le fait que le projeté soit nul, c'est bien le fait que U1 soit égal à 0. Dès lors, c'est l'ensemble des éléments U2 appartenant à E2,
et ça, ce n'est autre que E2. Hein, donc vous voyez, le noyau de P est égal à E2, ça c'est une première propriété des projecteurs. Deuxième chose qui peut nous intéresser, qui nous intéresse à chaque fois qu'on a une application linéaire, une fois qu'on a trouvé le noyau, c'est de trouver l'image. Parfois, ça peut se faire évidemment dans le sens contraire. Réfléchissons à ce que signifie l'image. Alors d'abord graphiquement, première chose qu'on peut remarquer, c'est que l'image du projecteur P, de la projection P si vous préférez, est forcément incluse dans E1. Puisque quel que soit le vecteur que vous prenez, son projeté sera toujours sur E1. Donc ça, c'est une première chose. Par définition, hein, l'image d'une application linéaire, c'est toujours inclus dans l'ensemble d'arrivée. Et ça, vous le savez, et je vous renvoie pour cela au cours sur les applications linéaires qu'on a fait. L'image d'une application est toujours incluse dans l'ensemble de départ. Maintenant, est-ce qu'on a l'inclusion réciproque? Bien oui, parce que si on prend un élément de E1, la question c'est est-ce que c'est dans l'image? C'est-à-dire, est-ce que c'est le projeté de quelque chose? Est-ce que c'est P de quelque chose? Bah oui, si je prends un élément qui est là, d'abord c'est le projeté de lui-même, pour commencer, mais c'est aussi le projeté du point qui est ici, ou du point qui est là. Bref, c'est le projeté de quelque chose. Et donc à partir de là, E1 sera également, tout élément de E1 sera le projeté de quelque chose, s'écrira sous forme P de quelque chose, sera donc dans l'image. Okay? Alors on va en faire maintenant une démonstration analytique. Qu'est-ce que l'image de P? Ben, c'est l'ensemble des P de U, où U appartient à E. Hein. Ça, c'est une écriture en compréhension de ce qu'est l'image d'une application linéaire. Encore une fois, pour plus de précision là-dessus, je vous renvoie vraiment au cours application linéaire qu'on a également publié. Qu'est-ce que c'est l'ensemble des P de U? C'est l'ensemble des U1, puisque finalement, P de U, on le sait, c'est l'élément U1, avec un élément U qui s'écrit sous forme U1 plus U2, avec U1 dans E1 et E2 dans E2, mais évidemment le projeté ce n'est autre que U1, donc le fait que E2 se balade quelque part, on s'en fiche complètement, puisqu'il n'y a pas de U2 là-dedans. Okay, donc c'est l'ensemble des U1 avec U1 qui appartient à E1, et ça ce n'est autre que l'espace E1. Donc voilà une propriété intéressante. Alors ce qu'on peut voir du coup, c'est que puisque les espaces E1 et E2, dans le début du cours, et ça c'est le cadre qui fixe ce cours, c'est que si on parle de projection, il faut qu'on parte de deux espaces supplémentaires ici. Donc, puisque les deux espaces E1 et E2 sont supplémentaires, on remarque que pour n'importe quel projecteur, on a toujours ker P plus entouré imp égale E. Donc ça, c'est une troisième propriété qui découle évidemment des deux propriétés précédentes. Vous ferez attention que cette propriété-là n'est pas une caractérisation d'un projecteur. Quelle est la différence entre une caractérisation et une propriété? Bien, c'est une propriété des projecteurs, ici, c'est-à-dire si P est un projecteur, voilà, cette relation sera vraie. Est-ce que ça caractérise un projecteur? Non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si vous avez une application F, et que vous arrivez à prouver, pour telle ou telle raison, que ker F plus im F entouré égale E, ça ne prouve pas que votre application soit un projecteur. Okay? Alors qu'à l'inverse, si vous prenez une application qui est linéaire, de E dans E, qui est un endomorphisme, et qui vérifie P rond P égale P, alors vous pouvez être certain que P est un projecteur. Okay, donc ça caractérise un projecteur, alors que cette proposition-là, faites attention, ne caractérise pas un projecteur. J'en profite pour vous rappeler peut-être le théorème du rang, au passage, parce qu'il y a des liens, mais ce n'est pas exactement la même chose. Le théorème du rang, il nous dit que si E est un espace vectoriel de dimension finie, je vais écrire ça comme ceci en abrégé, alors la dimension du noyau plus la dimension de l'image d'une application linéaire de E dans F est égale à la dimension de E. Je vous rappelle à cet égard que pour ce qui concerne les projecteurs, si l'espace E est de dimension finie, vous pourriez tout de suite dire, bah voilà, j'ai le théorème du rang qui s'applique, donc forcément le noyau et l'image, la somme des dimensions est égale à la dimension de E. Et question qu'on se pose pour arriver à deux espaces supplémentaires, vous le savez, je vous renvoie à la vidéo espace supplémentaire encore une fois, c'est quand on a la somme des dimensions qui est la dimension de E, il ne nous reste plus qu'à prouver que l'intersection est réduite au vecteur nul. Or l'intersection, qu'est-ce que c'est? C'est l'intersection de E1 et E2, et donc c'est effectivement ce point-là, c'est bien réduit au vecteur nul, puisque les espaces étaient encore une fois supplémentaires au début. Hein. Bon, donc tout ça est relativement logique. Bon, donc on a trouvé ici le noyau et l'image, c'est intéressant de remarquer que le noyau et l'image d'un projecteur sont toujours supplémentaires. Ça vous donne au passage une méthode supplémentaire, sans jeu de mots, pour montrer que des espaces vectoriels sont supplémentaires dans E, c'est de reconnaître dans ces espaces le noyau d'un projecteur et l'image d'un projecteur, car ceci sera toujours vrai pour n'importe quel projecteur. Troisième chose qui peut nous intéresser, quand on s'intéresse à une application,
c'est l'ensemble des éléments qui sont invariants par cette application. C'est un classique. On s'en sert par exemple pour trouver l'axe d'une rotation, ce genre de choses aussi dans le cours sur les isométries. Hein. Quel est l'ensemble des éléments invariants? Vous voyez bien que si vous faites une rotation autour d'un axe, bah, ça va être l'axe qui sera lui-même invariant. Donc ça, c'est toujours intéressant de savoir ça pour une application. Quel est l'ensemble des éléments invariants de P? Ce sont les éléments U dont le projeté est égal à lui-même. C'est donc l'ensemble des éléments U tels que P de U moins U soit égal à 0. Qu'est-ce que c'est que P de U moins U? C'est l'image par U de l'application P moins identité, l'identité de E évidemment. En effet, P moins id de U, c'est bien P de U moins identité de U. L'identité, c'est l'application qui transforme X en lui-même. Et donc, si on écrit ça sous cette forme, vous reconnaissez le noyau de P moins id. Bien. Alors, la question, évidemment, qui nous intéresse, c'est à quoi c'est égal. Donc, bon, c'est le noyau de P moins id, une autre façon de l'écrire. Quels sont les éléments invariants? Bah, vous vous en doutez, hein. L'ensemble des éléments invariants, c'est E1, bien sûr, puisqu'on projette sur E1. Donc, si on prend un élément qui est ailleurs que sur E1, son projeté, il sera ailleurs. Ce ne sera pas le même, puisque le projeté sera sur E1. Et à l'inverse, si vous prenez un élément sur E1, il sera évidemment invariant, c'est-à-dire que si on projette, ce sera lui-même. Donc, l'ensemble des éléments invariants, c'est égal à E1. Et on obtient donc cette troisième formule qu'on va pouvoir écrire ici. Le noyau de P moins id est égal à E1. Alors quand on s'intéresse à l'ensemble des éléments invariants, on trouve le noyau de P moins id. Assez souvent, on s'intéresse également au noyau de P plus id. Alors qu'est-ce que c'est que le noyau de P plus id? C'est l'ensemble des éléments, on va l'écrire, qui se transforment en leur opposé. Le noyau de P plus id, c'est l'ensemble des U appartenant à E, tel que P de U plus U soit égal à 0, c'est-à-dire l'ensemble des U appartenant à E qui se transforment en leur opposé. Alors réfléchissons, quels sont les éléments qui se transforment en leur opposé? Si on prend un élément U qui est ici, son opposé, il est complètement de l'autre côté, il est là. Donc à quelles conditions est-ce que quand on projette, on transforme par l'opposé? Alors c'est un peu compliqué parce que dès lors que je suis de ce côté, on va dire en haut de E1, quand je vais projeter, je vais être simplement sur E1, alors que l'opposé, il va être en dessous de E1. Vous voyez? Donc ça veut dire que finalement le projeté et l'opposé, ce ne sera jamais égal. Sauf évidemment en un point, qui sera ce point-là. Okay? Encore une fois, si vous prenez un élément qui est ici, son opposé est ici, mais son projeté est là. Donc, on peut remarquer ici que le noyau de P plus id est réduit au vecteur nul. Bon, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est en tant que tel intéressant sur les projecteurs, mais comme on va s'en servir aussi comme c'est quelque chose qui nous intéresse pour tout un tas d'applications linéaires, et notamment pour les symétries qu'on va voir dans quelques instants, c'est toujours intéressant de s'intéresser au noyau de P moins id, l'ensemble des éléments invariants, et puis pourquoi pas le noyau de P plus id. Bon. Alors, on va continuer. Donc ça, c'est un résultat qui ne nous est pas vraiment utile. On va s'intéresser, puisqu'on a calculé le noyau de P moins id, on va s'intéresser aussi à l'image de P moins id. Alors allons-y. Qu'est-ce que c'est que l'image de P moins id? Je vais l'écrire ici. L'image de P moins id, c'est l'ensemble de tous les P moins id de U, c'est-à-dire c'est l'ensemble des P de U moins U, où U appartient à E. Et alors, quel est cet ensemble? Réfléchissons. Ceci vaut P de U, et ceci vaut U. Donc si je m'intéresse à P de U moins U, ça va être ce vecteur-là. Okay? Alors, P de U moins U, on le voit ici, c'est un vecteur que vous allez pouvoir transposer et placer sur l'espace E2. Hein, ça ne pose pas de difficulté particulière. Si on voulait l'écrire de façon analytique pour s'en convaincre, P de U, c'est l'ensemble des U1. OK? Enfin, P de U, c'est égal à U1, pardon. U, c'est égal à U1 plus U2. Et comme depuis tout à l'heure, vous prenez U1 dans E1 et U2 dans E2. Ce qu'on veut dire par là, c'est U1 décrit E1, et U2 décrit E2, c'est-à-dire parcourt toutes les valeurs possibles. Alors là, vous vous retrouvez avec l'ensemble des moins U2, avec U2 qui appartient à E2, et l'ensemble des moins U2, c'est l'espace moins E2, qui est d'ailleurs égal à l'espace E2 tout court. Vous savez très bien que quand vous prenez un espace vectoriel, que vous prenez cet espace ou l'opposé de cet espace, ça ne va absolument rien changer, puisque cet espace est un espace vectoriel, et quand vous prenez un élément dedans, son opposé est dedans aussi. Hein, donc finalement, si vous prenez R, vous prenez moins R, par exemple, bah, c'est exactement la même chose, c'est R en entier. Donc l'image de P moins id vaut E2, donc ça c'est un résultat qui est intéressant, on va l'encadrer aussi ici. L'image de P moins id vaut E2.
Donc ça va être notre quatrième résultat. Et puis du coup, on va essayer de synthétiser. Le noyau de P-id vaut E1, l'image de P-id vaut E2. Donc on déduit de tout ça une autre relation intéressante sur les projecteurs, à savoir le noyau de P-id et l'image de P-id sont supplémentaires dans E. Et donc ça, ce sera notre dernière propriété sur les projecteurs. Voilà, donc on a à peu près dit ce qu'on avait à dire sur les projecteurs, à savoir comment c'est défini, quelles sont les différentes propriétés, une caractérisation, on l'a vu. Retenez peut-être que le noyau et l'image sont supplémentaires dans E, et retenez aussi que le noyau de P-id et l'image de P-id sont supplémentaires dans E. Vous voyez, encore une fois, si vous avez un doute quelconque, moi ce que je vous conseille, c'est de vous souvenir que ce qui nous intéresse dans ces affaires de projecteurs et de symétrie, c'est le noyau, l'image, les éléments invariants, c'est-à-dire l'ensemble des éléments invariants, c'est ker de P-id, et à partir de là, on s'intéresse souvent soit à l'image de P-id, soit à ker de P plus id. Donc regardez un petit peu ce qui se passe, réfléchissez, vous pouvez tout à fait le retrouver de façon graphique, et à partir de là, ça vous donne des propriétés assez intéressantes des projecteurs. Il y a beaucoup de sujets qui utilisent ces notions de projecteurs, donc il faut bien connaître ces propriétés. Voilà, dans un deuxième temps, je vous propose de parler des symétries, et puis enfin, on verra comment on peut utiliser ce cours dans un cadre peut-être tout à fait différent du cadre habituel. Alors allons-y pour le cours sur les symétries maintenant. Alors, dans cette deuxième partie de notre vidéo, nous allons évoquer le cas des symétries. Alors, je vous ai fait un schéma ici, donc avec de nouveau deux espaces E1 et E2 supplémentaires. On considère toujours un élément U qui s'écrit de façon unique sous forme U1 plus U2. Le symétrique maintenant de U par rapport à E1, okay, et parallèlement à l'axe E2, c'est le point qui est ici. Ça paraît assez logique graphiquement. Vous prenez le symétrique par rapport à cet axe, et vous arrivez à ce point ici qui est U1 moins U2. Okay, donc voilà la définition d'une symétrie. Alors tout de suite, on peut remarquer que S est de nouveau une application linéaire. Je ne vais pas le refaire comme tout à l'heure, puisqu'on l'a déjà fait pour les projecteurs. On remarque aussi que c'est une application de E dans E, donc c'est bien un endomorphisme. Et tout de suite, une première propriété, S rond S égale identité. Alors cette fois-ci, de nouveau, ceci est une caractérisation d'une symétrie. On appelle ça également des applications qui sont involutives. Ça veut dire, quand je compose deux fois de suite, je reviens au point de départ. Prenez votre image dans le miroir et faites le contraire. Vous voyez que vous allez revenir au point de départ aussi. Si vous prenez une symétrie par rapport à un axe, si vous prenez le symétrique et que vous reprenez le symétrique, vous allez revenir au point de départ. Une analogie avec les nombres complexes, si vous prenez le conjugué du conjugué d'un nombre complexe, vous arrivez aussi au nombre complexe de départ. D'ailleurs, la conjugaison aussi, c'est une application qui est involutive, c'est-à-dire une symétrie finalement, puisque vous prenez le symétrique par rapport à l'axe des abscisses en l'occurrence. Bon, donc voilà déjà un petit peu le cadre. Alors comme tout à l'heure, on part de E1 plus E2 E1 et E2 qui sont supplémentaires. Une première chose à laquelle on s'intéresse sur les applications linéaires, comme d'habitude, c'est le noyau ainsi que l'image. Réfléchissons. Quel est le noyau? C'est l'ensemble des points U appartenant à E, tel que S de U soit égal à 0. Alors à quelles conditions le symétrique d'un point vaut-il le point qui est ici? On peut le voir d'abord graphiquement. Clairement, ce n'est pas des points qui sont de ce côté-là, parce que sinon le symétrique va être ici, donc ça ne vaudra pas 0. Les points qui sont là, leur symétrique est ici. De la même façon, le symétrique des points qui sont ici se retrouve là, etc. Prenons un point qui est sur E1, son symétrique, il va se situer. Réfléchissons. Si vous prenez un point ici, son symétrique est situé ici. Si vous prenez un point qui est sur E1, son symétrique, ce sera lui-même, mais ça ne vaudra pas 0. Et enfin, si vous prenez un point qui est sur E2, son symétrique, il va se retrouver ici. Donc finalement, le symétrique d'un point, ça ne vaudra jamais 0 en fait. Si vous le prenez ici, ici, là ou là, ça ne marche pas. Si on le prend sur E1 quelque part ou sur E2 quelque part, ça ne marche pas. Le seul cas où ça marche, c'est le cas où le point sera égal à 0. Donc le noyau de S sera réduit au vecteur nul. Alors évidemment, on peut le prouver. C'est l'ensemble des éléments U dans E, tels que U1 moins U2 égale 0. C'est donc l'ensemble des éléments U dans E, tels que U1 soit égal à U2. Or, vous savez que ces deux espaces E1 et E2 sont supplémentaires et qu'il n'existe donc aucun élément, hormis l'élément nul, qui est à la fois sur E1 et sur E2. Et donc, on retrouve bien cette propriété. Alors, du coup, le noyau d'une symétrie, c'est pas super intéressant puisque c'est le vecteur nul. Mais bon, encore une fois, d'abord, la première étape pour s'intéresser à une application linéaire, une fois qu'on l'a bien définie, c'est de chercher son noyau et son image.
Bon, sans surprise, vous imaginez bien que l'image, ce sera égal à l'espace en entier. Pourquoi? On va se placer dans le cadre d'un espace de dimension finie pour bien comprendre. Si vous prenez un espace E de dimension finie, en vertu du théorème du rang, la dimension du noyau, c'est-à-dire ici 0, puisque le noyau est réduit au vecteur nul. Je vous renvoie pour ça au cours application linéaire si vous n'en êtes pas convaincu. La dimension du noyau plus la dimension de l'image, ce sera la dimension de l'espace en entier. Puisque la dimension du noyau sera nulle, la dimension de l'image, ce sera égal à n, la dimension de E tout court. Et donc l'image sera incluse dans E, c'est toujours le cas, et de même dimension. Finalement, l'image sera égale à E. Effectivement, on peut l'écrire comme ceci. L'image de S, on va le faire maintenant de façon un petit peu analytique, c'est l'ensemble des S de U, avec U qui appartient à E. C'est donc l'ensemble des U1 moins U2, avec U1 qui appartient à E1, et U2 qui appartient à E2. Or, qu'est-ce que c'est que U1 moins U2? C'est jamais que U1 plus moins U2, avec U1 qui est dans E1, et U2 qui décrit E2 en entier. Or, lorsque le vecteur U2 décrit E2, le vecteur moins U2, qu'est-ce qui lui arrive? Il décrit U2 également, puisque E2 est un espace vectoriel. Donc si vous prenez un élément ici, vous prenez son opposé, on va rester sur l'espace. Et plus précisément, on va décrire l'ensemble de l'espace. Donc ça, on pourrait l'écrire également si on le souhaitait. C'est l'ensemble des U1 plus, admettons, U3, si vous voulez, avec U1 appartenant à E2, à E1, et U3 appartenant à E2. J'ai changé de nom, mais on n'était même pas obligé de le faire. L'idée, c'est que j'ai posé, entre guillemets, U3 égale moins U2, pas seulement en remplaçant, mais aussi en remarquant que si U2 parcourt E2, le U3, c'est pas seulement qu'il appartient, c'est qu'il décrit E2 en entier. Et donc, qu'est-ce que c'est finalement? Ça, c'est égal à E1 plus E2, et E1 plus E2, ce n'est autre que E. Okay, donc, sans surprise, bien sûr, finalement, on s'aperçoit que le noyau est réduit au vecteur nul, l'image, c'est l'espace en entier. Bon, donc, on va continuer dans notre recherche de propriétés. On se souvient qu'après avoir trouvé le noyau et l'image d'une application linéaire, un des éléments intéressants, c'est de s'intéresser, c'est l'ensemble des éléments invariants. Alors, allons-y. L'ensemble des éléments invariants par une symétrie, inv de S, c'est l'ensemble des U appartenant à E tel que S de U soit égal à lui-même, et comme tout à l'heure, c'est l'ensemble des U tel que S-id de U soit égal à 0, et ça revient au noyau de S-id. Ok, alors allons-y, essayons de réfléchir finalement quel est l'ensemble des éléments invariants par symétrie. Bon, vous en doutez, hein, puisque c'est une symétrie parallèlement à l'axe, c'est une symétrie, oui c'est ça, parallèlement à l'axe E1, du coup c'est l'axe E1 qui va être l'axe de la symétrie. Qu'est-ce que c'est que l'axe de la symétrie? C'est l'ensemble des éléments qui sont invariants. On l'a d'ailleurs déjà vu tout à l'heure, si on prend un élément qui est en dehors de E1, quel que soit l'endroit où il se situe, son symétrique va être de l'autre côté, okay, parallèlement à E2, c'est toujours pareil, je prends un point qui est là, son symétrique est ici. Le seul cas où les éléments sont invariants, c'est le cas où les éléments sont situés sur cet espace. Alors on va le prouver quand même de façon analytique. Donc c'est l'ensemble des U appartenant à E, c'est-à-dire c'est l'ensemble des U1 plus U2, tel que S de U, c'est-à-dire U1 moins U2, soit égal à U, c'est-à-dire U1 plus U2, avec U1 qui appartient à E1 et U2 qui appartient à E2. C'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent U1 plus U2, tels que nous ayons à la fois U1 égale U1 et moins U2 égale U2, avec de nouveau U1 dans E1 et U2 dans E2. Alors pourquoi je peux faire ça? Pourquoi je peux faire ici cette identification des coefficients, cette identification des termes même? Eh bien parce que les deux espaces E1 et E2 sont supplémentaires. Ceci implique que ces espaces soient en somme directe, ce qui signifie que si une décomposition existe, alors elle est forcément unique. Dès lors que nous avons deux décompositions d'un même vecteur, nous pouvons identifier les éléments sur E1 et les éléments sur E2. Et vous voyez cette relation moins U2 égale U2, ce qui évidemment, quand est-ce que moins x égale x? Quand x vaut 0. Et donc finalement on se retrouve avec l'ensemble des éléments U1 plus rien du tout, c'est-à-dire l'ensemble des éléments U1 avec U1 qui appartient à E1. Donc intéressant de remarquer, on va encadrer ce résultat, que l'ensemble des éléments invariants, c'est-à-dire ker de S-id, est égal à E1. Ok. Alors, deuxième élément bien sûr intéressant, on s'en souvient, quand on a calculé l'ensemble des éléments invariants, on peut s'intéresser dans un deuxième temps à l'ensemble
des éléments qui se transforment en leur opposé. On avait déjà essayé de faire ça tout à l'heure. Ça n'avait rien donné pour les projecteurs, mais vous allez le voir ici. Pour les symétries, ça va nous donner un résultat intéressant. Quel est le noyau de S plus id? Bon, alors comme tout à l'heure, c'est l'ensemble des éléments qui se transforment en leur opposé. Hein, S plus id de U vaut 0, c'est-à-dire S de U égale moins U. Alors je vous ai placé moins U sur ce schéma justement pour qu'on puisse réfléchir quand est-ce que le symétrique, qui est ici, se confond avec l'opposé, qui est là. Alors en fait c'est assez simple, parce que si vous prenez un élément qui est ici, son symétrique va être de ce côté-là, mais son opposé va être complètement de l'autre côté, donc ils ne seront jamais égaux. Quand est-ce que ces deux éléments sont égaux? Il faudrait que S de U soit plus proche de moins U, et que moins U soit proche de S de U. Finalement, le cas où ils vont être égaux, c'est quand ils vont se retrouver tous les deux sur E2. Ok? Alors, quand est-ce que ça va se retrouver sur E2? Eh bien, et on peut y réfléchir, si je prends un élément ici qui est sur E2, son symétrique va être là, et ce sera aussi l'opposé. Vous voyez? Alors, bien sûr, tout ça, c'est jamais que des explications. On peut de nouveau le faire ici, c'est l'ensemble des U1 plus U2, tel que U1 moins U2 soit égal à moins U1 moins U2, avec U1 dans E1 et U2 dans E2. De nouveau, nous allons faire cette identification de coefficients. U1 est égal à moins U1, donc ça nous apporte U1 égale 0. Et puis moins U2 égale moins U2, ça nous apporte évidemment rien du tout, puisque c'est une fausse équation. Donc U1 égale moins U1, ça nous apporte encore une fois U1 vaut 0, et on se retrouve avec l'ensemble des U2, avec U2 qui appartient à E2. À partir de là, on se retrouve avec l'espace E2 tout court. Ker de S plus id est égal à E2. Donc deuxième résultat que nous allons encadrer. Et alors maintenant, comme tout à l'heure sur les projecteurs, nous allons remarquer la chose suivante. Puisque les espaces E1 et E2 étaient au départ supplémentaires, c'était le cadre de ce cours, que E1 est le noyau de S-id et que E2 est le noyau de S plus id, alors nous en déduisons cette propriété pour toutes les symétries, le noyau de S plus id et le noyau de S moins id sont supplémentaires dans l'espace E. Et ceci est valable pour n'importe quelle symétrie. Alors, ce résultat est très intéressant parce qu'il peut vous permettre de prouver, relativement rapidement, que deux espaces vectoriels, deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires dans un certain espace. Pour cela, vous avez maintenant deux nouvelles méthodes, hein, en plus des méthodes qui ont déjà été annoncées dans la vidéo correspondante. Vous avez la méthode montrer que c'est l'image et le noyau d'un projecteur. Vous avez aussi la méthode montrer que c'est l'ensemble des éléments invariants par une certaine symétrie, et que le deuxième espace, hein, je vous rappelle que ça c'est l'ensemble des éléments invariants, on l'a écrit tout à l'heure, et que l'autre espace, peut-être que c'est l'ensemble des éléments qui se transforment, pardon, l'ensemble des éléments invariants c'est là, l'ensemble des éléments invariants on l'a écrit, hein, voilà, donc peut-être un des espaces c'est celui-ci, et l'autre celui-là. Alors on va illustrer ça tout de suite pour bien comprendre ce qui se passe, et pour ça on va s'intéresser à l'ensemble des matrices, pour donner un exemple classique, symétrique, et à l'ensemble des matrices antisymétriques. Il est très classique de montrer que ces deux espaces sont supplémentaires. Il y a plein de méthodes possibles pour le démontrer. Montrer que Sn de R plus entouré AN de R est égal à Mn de R. Bon, pour toutes ces différentes méthodes, je vous renvoie une fois de plus au cours sur les espaces supplémentaires, et vous pouvez montrer par exemple que toute matrice M se décompose de façon unique, une matrice symétrique et une matrice antisymétrique. Ceux qui ont déjà fait cet exercice connaissent peut-être d'ailleurs cette décomposition. Cette décomposition qui est unique, on pourrait le montrer soit par analyse synthèse, soit en exhibant cette décomposition et en montrant qu'en plus, l'intersection est réduite au vecteur nul. Donc deux méthodes possibles ici. On pourrait aussi évidemment travailler sur les dimensions, montrer que l'intersection est réduite au vecteur nul, ce qui n'est pas difficile en soi. Une matrice ne peut pas être symétrique et antisymétrique à la fois. Et montrer que la somme des dimensions, ici nn-1 sur 2, nn plus 1 sur 2 pour ceux que ça intéresse, et ici nn-1 sur 2, est égal à n au carré. Donc, bon, on a pas mal de méthodes possibles. Le but, c'est pas de faire cet exo, c'est d'illustrer en quoi on pourrait faire cet exercice beaucoup plus rapidement si on connaît bien le cours sur les symétries. Alors, voilà comment on va faire. Sn de R, donc je vais effacer tout ça. Ça, c'est plutôt le cours espace vectoriel. Sn de R, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des matrices M qui sont symétriques, c'est-à-dire qui sont égales à leur transposée. Bien là, tout de suite, vous pouvez remarquer quelque chose. Qu'est-ce que c'est que cet ensemble? C'est l'ensemble des matrices qui sont invariantes par une certaine opération. C'est ça dans le fond, parce que les matrices qui sont égales à leur transposée, c'est des matrices qui, par transposition, ne varient pas. Or, qu'est-ce que la transposition? La transposition, je vais l'appeler T par exemple, c'est une application qui a une matrice carrée,
pour ce qui nous intéresse. On travaille sur des matrices carrées. Associe, bon, la transposée de cette matrice, vous connaissez certainement, vous savez comment transposer une matrice. 1, 3, 4, 2 par exemple. Si je prends A égale ceci, la transposée de A consiste à inverser les lignes et les colonnes. Donc 1, 3, 4, 2. Okay, les éléments qui sont ici sont conservés. Et on a cette idée de symétrie ici. Hein. Alors d'abord, il y a une idée de symétrie derrière. D'ailleurs, le simple mot matrice symétrique, ça nous fait penser aussi à cette notion de symétrie, vous voyez. Peut être intéressant de le voir aussi de cette façon-là. Bon. Et alors cette application, qui est évidemment linéaire, la transposée, ça c'est dans le cours sur les matrices, la transposée de lambda A plus B, c'est lambda fois transposée de A plus transposée de B. Donc cette application est bien linéaire, pas de problème. De Mn dans Mn, c'est donc un endomorphisme. Maintenant, la question qui nous intéresse, c'est est-ce que ce ne serait pas par hasard une symétrie? Et la réponse est bien sûr oui, puisque qu'est-ce qu'une symétrie? C'est une application, on l'a vu tout à l'heure, qui est un endomorphisme de E et qui est involutive. Or, qu'est-ce qui se passe si j'applique deux fois de suite cette application, quelle que soit la matrice A appartenant à Mn de R, la transposée de A, ce n'est autre que la matrice A elle-même. Hein. Effectivement, si j'inverse les lignes et les colonnes et que je le refais, évidemment, ça va revenir au même. Si vous voyez la notion de matrice symétrique avec les coefficients, vous savez que dans ces cas-là, vous allez avoir des coefficients pour une matrice symétrique, AIJ, qui sont égaux aux coefficients AJI. C'est-à-dire les coefficients de A et les coefficients de la transposée sont égaux. Et là aussi, si on inverse IJ une première fois et une deuxième fois, évidemment, eh ben c'est comme si c'était rien passé du tout. Donc la transposée de la transposée est égale à A. Bon. Donc une fois qu'on a compris que cette application est une involution, on comprend que cette application T, c'est une symétrie. Puisque c'est une symétrie, finalement, on va changer d'avis, on va l'appeler S. S pour symétrie. Et qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est l'ensemble des éléments invariants par cette symétrie S. L'ensemble des éléments invariants, c'est-à-dire ker de S moins id. Parfait. Du coup, on n'a besoin de rien faire du tout, parce que ker de S moins id, d'abord, on sait que c'est un sous-espace vectoriel, parce que de E, de Mn de R en l'occurrence, parce que tous les noyaux d'application linéaire définis à partir de l'espace E sont des sous-espaces vectoriels de E. Je vous rappelle que pour montrer que des espaces sont supplémentaires, il faut d'abord dire que ce sont des espaces vectoriels. Donc là, d'abord, Sn, c'est le noyau de quelque chose, donc c'est un sous-espace vectoriel de E, pour commencer. Et puis, dans un deuxième temps, on se dit, bah, ok, ça c'est ker de S moins id. Pour montrer que ces espaces sont supplémentaires, bah, si ça se trouve ça, ce serait peut-être ker de S plus id. Et dans ces cas-là, ce serait direct, puisqu'il suffira d'appliquer mon cours. Alors, voyons ce qui se passe ici. Qu'est-ce que l'ensemble des matrices antisymétriques? Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que l'ensemble des matrices antisymétriques? C'est l'ensemble des matrices qui sont différentes de leur transposée au signe près, c'est-à-dire l'ensemble des matrices telles que la transposée de cette matrice soit égale à son opposé. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette application? Eh bien, que cet ensemble, pardon. C'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir le noyau de S plus id. Hein, le noyau de S plus id, de façon générale, c'est l'ensemble des vecteurs dont l'image est égale à leur opposé. Et on est exactement dans ce cadre. Hein. Là, on a bien l'image qui est égale à l'opposé. Donc ça, ce n'est autre que ker de S plus id. Et donc, pour répondre à cette question qui est très classique dans les exercices, vous pouvez bien sûr utiliser toutes les méthodes que vous voulez, hein, c'est un exo classique, et beaucoup de méthodes différentes sont tout à fait acceptables et fonctionnent. Mais une méthode rapide, c'est de dire tout simplement, je reconnais ici le noyau de S moins id, et ici le noyau de S plus id. Pour l'application S qui a A associe sa transposée, cette application est linéaire de E dans E, c'est un endomorphisme, cette application est involutive, j'ai donc S rond S égale identité, et comme nous l'avons dit tout à l'heure, ceci caractérise les symétries, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit d'autre pour dire que S est une symétrie. À partir du moment où S est une symétrie, vous avez cette propriété qui est immédiate dans le cours, vous n'avez donc pas besoin de la reprouver, et donc vous avez directement cette égalité qui sera correcte. Si vous voulez vous entraîner, vous pouvez aussi, un tout petit peu plus difficile en termes de formalisation, mais c'est à peu près la même idée, vous entraîner à montrer, toujours à l'aide d'une symétrie, que l'ensemble des fonctions paires et l'ensemble des fonctions impaires est égal à A, l'ensemble des fonctions. On va prendre des fonctions définies de R dans R pour simplifier. Si on réfléchit bien, l'ensemble des fonctions paires, c'est l'ensemble des fonctions telles que, quel que soit x appartenant à R, P de moins x égale P de x. Et qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça veut dire que la fonction, elle est en quelque sorte invariante par une application. Quelle serait cette application? L'application S, qui a f associe g, où g est la fonction qui a x associe f de moins x. Okay,
Effectivement, alors cette application-là, on peut prouver sans problème que c'est une application qui est linéaire également, hein, pas de problème. Et si on réfléchit bien, qu'est-ce que c'est qu'une fonction paire? C'est une fonction telle que, prenons ces notations, f égale g, quoi. Hein, c'est-à-dire que f de x et f de moins x, c'est égal tout le temps, donc ces deux fonctions seraient égales. Okay, donc c'est l'ensemble des éléments qui sont invariants par cette application. Or, cette application aussi, c'est une symétrie, parce que si on s'intéresse à la fonction qui a x associe f de moins x, et que maintenant je m'intéresse à la fonction qui a x associe ce g de moins x à nouveau, c'est-à-dire que j'applique ça deux fois de suite, bah, je vais me retrouver avec f de moins x, je vais me retrouver avec f de x. S rond S de f, qu'est-ce que c'est? C'est une certaine fonction h, qui est définie par h, alors qu'est-ce que c'est? Ça c'est S de f, c'est-à-dire c'est le symétrique de la fonction g. La fonction g à x, elle associe f de moins x, et donc qu'est-ce que c'est que le symétrique de g? Bah, c'est la fonction h qui à x associe g de moins x. Et g de moins x, qu'est-ce que c'est? C'est f de moins x, c'est-à-dire f de x. Et finalement, S rond S de f, c'est la fonction qui a x associe f de x, et la fonction qui a x associe f de x, ce n'est autre que la fonction f, c'est-à-dire S rond S, décidément c'est dur, S rond S de f et f sont égales, ce qui veut dire que S rond S est égal à l'application identité, et S est à ce moment-là aussi une symétrie. Alors c'est un petit peu plus difficile à formaliser. Pourquoi c'est plus dur par rapport à tout à l'heure? C'est simplement qu'on ne peut pas confondre f et f de x. Si vous voulez, f de x c'est un nombre, donc du coup on est obligé, on ne peut pas dire la fonction qui a f associe f de moins x, mais que la fonction qui a f associe la fonction qui a x associe f de moins x. Donc c'est un peu plus technique, c'est pour ça que, bon, c'est plutôt dans un deuxième temps, mais vous pouvez y réfléchir, essayer de bien le formaliser. Et à partir de là, on comprend bien que l'ensemble des fonctions paires, c'est l'ensemble des fonctions invariantes par cette opération. Le fait que je prenne la fonction f ou la fonction qui a x associe f de moins x, pour une fonction paire, c'est la même chose. Et pour une fonction impaire, qu'est-ce que c'est? Bah, vous en doutez, vous le savez, hein. F de moins x est égal à moins f de x, pour tout x appartenant à R. Et donc, ça veut dire que la fonction g qui a x associe f de moins x, c'est l'opposé de la fonction f. Et donc, ça veut dire à ce moment-là que l'ensemble des fonctions impaires, c'est l'ensemble des éléments qui, par cette opération-là, se transforment en leur opposé. Et donc ça, ce sera ker de S moins id, ça, ce sera ker de S plus id, et donc ces deux espaces seront à nouveau supplémentaires. Bon, ce n'est pas la méthode la plus simple ici, parce que ici, il s'agit de formaliser les choses de façon bien précise. En revanche, pour cette affaire de matrice symétrique et antisymétrique, ça fonctionne bien, donc n'hésitez pas à vous en servir, de la même façon que dès que vous voyez une opération qui est involutive, donc la conjugaison, on l'a vu tout à l'heure, cette application-là, l'application transposition, etc., pensez à utiliser cette propriété des symétriques qui pourra vous servir. Voilà, on pourra aussi travailler avec l'ensemble des endomorphismes symétriques, l'ensemble des endomorphismes antisymétriques, qui eux aussi vont être supplémentaires dans l'ensemble des endomorphismes, ce genre de choses, où à chaque fois vous pourrez utiliser ces propriétés. Voilà, bon, alors, en dehors de ces propriétés-là, les exercices que vous pouvez avoir sur les projecteurs et les symétries, ce sont souvent des exercices où vous allez sommer plusieurs projecteurs, ou bien vous allez composer plusieurs projecteurs. En général, P et Q, on s'intéresse à P plus Q, P moins Q, P rond Q, Q rond P, etc. Vous ferez simplement attention que P rond Q et Q rond P ne sont pas forcément identiques dans ce genre d'exercice, parce qu'on sait que la loi rond n'est pas commutative spécifiquement dans l'ensemble des endomorphismes. Je veux dire par là que F rond G et G rond F, c'est pas toujours la même chose. Donc faites attention à ça. Utilisez au maximum les propriétés des endomorphismes symétriques, enfin des symétries et des projecteurs, notamment S rond S égale identité, P rond P égale P, etc., dans le cadre de vos calculs. Et puis, de façon générale, pensez aussi à toutes ces propriétés sur les projecteurs et les symétries, noyau, image, ensemble des éléments invariants, ensemble des éléments qui se transforment en leur opposé, et à partir de là, vous avez toutes les clés pour faire tous les exercices. Dernier élément, si jamais vous ne vous souvenez pas de ces formules, n'hésitez pas à refaire le schéma, d'accord? Vous remettez E1, E2, votre vecteur, vous voyez où se situe U1, où se situe le symétrique, où se situe l'opposé, et à partir de là, vous pouvez retrouver toutes ces propriétés tranquillement. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon travail. Vous avez pas mal d'exos possibles sur les projecteurs et symétries à traiter. C'est des exercices classiques, donc n'hésitez pas, une fois que vous avez appris ce cours, à vous entraîner. Et puis, si vous avez des questions, naturellement, on reste à votre disposition pour y répondre volontiers. À très bientôt et bon travail à toutes et à tous.